Alors, s'il vous plaît, bonjour tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouvertes. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 88, loi modifiant la loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et des règlements des différends dans le secteur municipal. Avant de débuter, M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Macaron, Westmont-Saint-Louis est remplacée par Mme Cadet-Bourassa-Sauvé et Mme Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques est remplacée par Mme Labrie-Sherbrooke. Merci beaucoup. Donc, ce matin, on débute avec la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Merci beaucoup d'être en commission des institutions. Alors, je vous laisse la parole pour 10 minutes. Après ça, on aura un échange avec les membres de la commission. Merci encore d'être ici ce matin. D'accord. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, députés, Mesdames, Messieurs, membres de la commission. Merci de nous recevoir. Je vais présenter les gens qui m'accompagnent. Je suis président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Et j'ai à mon extrême droite M. Jean-François Potvin, notre vice-président aux relations de travail. À ma droite, M. Éric Vermette, vice-président exécutif. Et à ma gauche, Maître Jean-François Raymond, chef du contentieux de la Fraternité. Et je tiens à mentionner aussi, arrive un moment dans nos carrières où il est important de préparer la relève. Donc, je tiens à mentionner Maître Guillaume Rioux, derrière moi, qui a travaillé très fort au dossier. Donc, on vous remercie de l'opportunité de nous faire entendre. Je vais vous présenter brièvement la Fraternité. La Fraternité représente les 4500 policiers et policières de Montréal. C'est le plus grand syndicat de policiers municipaux au Québec, le deuxième au Canada et le cinquième en Amérique du Nord. Je pense que médiatiquement, vous êtes conscient des réalités particulières aux policiers et policières de Montréal. La Fraternité offre aussi des services à 5000 policiers et policières retraités ainsi que des veuves. Notre position, c'est que nous accueillons de façon très favorable le projet de loi et on remercie le gouvernement. On a passé beaucoup de temps en commission parlementaire ici, sous l'ère libérale Couillard-Coiteux, Moreau. Et malgré que, je vais y revenir plus tard, mais qu'on leur avait dit à plusieurs reprises que différentes lois passées à l'endroit des travailleurs et travailleuses n'étaient pas constitutionnelles, il a fallu que les cours le reconnaissent plusieurs années ensuite. Bien que nous appuyions sans réserve le présent projet de loi, nous recommandons quelques ajustements pour le bonifier et probablement qu'à la période des questions, j'aurai l'occasion de donner, on a entendu les questions, les préoccupations du ministre hier par rapport à la médiation arbitrage et je pourrai donner des exemples concrets. En 2016, lors des débats qui ont conduit à l'adoption de cette loi, la Fraternité avait exprimé son opposition à la loi 24 et avait formulé plusieurs mises en garde concernant notamment le remplacement du mécanisme d'arbitrage de différends par le Conseil de règlement des différends. Faire une histoire courte aussi, dans le passé, les associations syndicales et les associations patronales, on s'assoyait ensemble. Habituellement, c'était pour 5 ans, mais habituellement, c'était plus aux 3 ans parce qu'il y a des arbitres. On établissait ensemble une liste d'arbitres de différents et il y en avait toujours qui quittaient la liste en chemin. Donc, je dois avoir participé 4, 5 ou 6 fois à l'élaboration de la liste avec nos vis-à-vis de l'UMQ des grandes villes, Montréal, Québec. La réforme qui avait été entamée par le gouvernement dans le projet, dans la loi 24, avait pour effet d'écarter toute participation réelle des syndicats, qu'il s'agisse de leurs associations, de leurs centrales ou au niveau local, dans le processus de nomination des arbitres du Conseil de règlement différent. D'ailleurs, c'est ce qui a été déclaré inconstitutionnel par la Cour supérieure et la Cour d'appel. C'est en raison de l'interdiction de recourir à la grève que l'instauration d'un mécanisme véritable, efficace et impartial de règlement des différends revêt une importance capitale pour préserver l'équilibre des rapports de force entre les employés et leurs employeurs. L'interdiction pour les policiers municipaux du Québec de recourir à la grève depuis 1944 a soulevé d'importantes préoccupations. Entre 80 et 95, pas moins de 6 groupes de travail ou commissions se sont penchés sur cette question, suivis par le comité Terrien-Morancy, mis sur pied par le ministère du Travail et le ministère de la Sécurité publique et sur lequel j'ai siégé.
Composé de représentants syndicaux et patronaux des milieux policiers et pompiers, ce comité s'est réuni à 7 reprises entre mai 2012 et septembre 2013 dans le but de trouver ensemble des pistes de solutions. Et effectivement, on en est arrivé à un consensus. Donc, dans cette optique, nos recommandations toucheront 2 aspects. Tout d'abord, la médiation obligatoire distincte de l'arbitrage prévu au Code du travail. La Fraternité est persuadée que le projet de loi 88 serait bonifié par la restauration du caractère volontaire de la médiation. C'est prévu au Code du travail, c'est-à-dire au choix conjoint des parties, même si, a priori, je vous l'expliquerai plus tard, mais nous, on pense que ça aura pour effet de rallonger indûment les délais avant une conclusion en arbitrage ou en négociation. En effet, il semble peu approprié d'imposer une médiation obligatoire dans les 240 jours suivant le début de la phase de négociation entre les parties, à laquelle s'ajoute jusqu'à 60 jours supplémentaires pour la phase de conciliation, comme le prévoit la version actuelle. Cette étape de négociation pouvant s'étendre jusqu'à plus de 300 jours, presque une année, semble peu justifiée dans le contexte policier-pompier. En effet, en cas d'impasse, la différence sera de toute façon réglée par le recours à l'arbitrage, un mécanisme déjà prévu pour assurer une résolution équitable des conflits. Comme il a été démontré dans les travaux de la commission Baudry et du comité Boivin, l'exercice de la médiation obligatoire a déjà été tenté, mais son succès, à tout le moins mitigé, avait amené le législateur à retirer son caractère obligatoire avant l'adoption du projet de loi 110. De plus, à la suite de cette médiation obligatoire, les questions demeurant litige devront être soumises à un autre intervenant, soit un arbitre de différend. Cela alourdit le processus sans apporter de bénéfices concrets, tout en entraînant une augmentation significative des coûts. Compte tenu de la culture de consensualisme qui prédomine depuis des décennies dans le processus de négociation, la Fraternité recommande de rétablir le caractère volontaire de cette médiation en conformité avec les conclusions issues du comité Boivin. Et maintenant, j'arrive à la médiation-arbitrage. L'autre volet de nos recommandations touche la médiation-arbitrage. La Fraternité estime, encore une fois, qu'il est essentiel de s'attarder aux conclusions du comité Terrien-Morancy. Les parties représentées au comité ont convenu de rendre obligatoire la médiation-arbitrage, qui était auparavant facultative avant l'adoption du projet de loi 110. Ce processus est moins formel, moins judiciarisé et moins coûteux qu'un arbitrage conventionnel de différend. Dans le cadre d'une médiation-arbitrage, l'arbitre pourrait finalement revêtir son rôle d'arbitre pour trancher une question sur laquelle il n'aurait pas réussi à amener les parties à un accord. Il pourrait alors rendre sa décision à partir des éléments factuels et des représentations qui lui auraient été présentées lors de la phase de médiation, sous réserve de toute preuve qu'une partie pourrait souhaiter soumettre dans le cadre d'une audition formelle. Rappelons une fois de plus que l'arbitrage de différend est le prolongement des négociations. Et je peux vous dire, malgré, c'est ça, j'ai 4 négociations de convention collective et 3 de régime de retraite pour les policiers et policières de Montréal. Et lorsqu'on arrive en arbitrage de différend, c'est un constat d'échec pour les parties. Il n'y a pas personne qui désire aller en arbitrage et faire trancher ces conditions de travail par une tierce partie. Cette proposition, je le répète, a été retenue unanimement, autant par les représentants du ministère du Travail, du ministère de la Sécurité publique, les principales villes, l'Union des municipalités du Québec et les principaux syndicats. Proposer la médiation-arbitrage n'est rien d'inédit. Elle était déjà possible avant l'adoption du projet de loi 110 en 2016. En effet, elle avait été introduite dans le Code du travail en 1996. Je reviendrai aussi plus tard. Nous, on l'a vécu alors que ce n'était pas obligatoire en 2011-2012.
la proposition de la Fraternité d'introduire l'imposition d'une médiation arbitrage obligatoire dans le projet de loi 88 s'inscrit parfaitement dans l'esprit de restauration et de remédiation voulu par ce projet de loi. En conclusion, l'historique du régime de travail applicable aux policiers municipaux a fait l'objet au fil du temps d'une abondante législation et d'une tout aussi abondante analyse. L'encadrement juridique qui prévalait avant l'adoption de la loi 24 est le fruit d'une longue et patiente évolution et la remise en question d'un tel encadrement s'est avérée périlleuse. Forte de ces conclusions, la Fraternité estime que l'exercice en cours constitue une réponse appropriée à cette problématique. Nous invitons par ailleurs, vous-même les élus, à saisir l'opportunité offerte par ce projet de loi afin de le parfaire dans le sens des consensus historiques. La Fraternité est persuadée que les travaux et les recommandations du comité Thérien-Morancy permettraient, à la satisfaction de tous, d'améliorer le processus de négociation dans le secteur municipal. Enfin, au-delà de sa propre position, la Fraternité tient à réaffirmer également son soutien à la Fédération des policiers municipaux du Québec, dont la perspective mérite également d'être explorée. Plus particulièrement, la Fraternité partage l'avis de la Fédération selon laquelle les plus petites associations policières ne seront pas en mesure d'assumer les coûts liés à l'arbitrage des différends. Elle se retrouvera ainsi privée de ce mécanisme qui constitue pourtant un prolongement essentiel des négociations à l'absence du droit de grève. Rappelons qu'un tel mécanisme est un droit fondamental, d'ailleurs, qui a été réitéré à 3 reprises par la Cour suprême autour de janvier 2015. Merci. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, M. Francard. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, merci, M. Francard, votre équipe, pour la préparation du mémoire, la qualité de sa présentation. Juste pour essayer de simplifier, ce qu'on a dans le projet de loi numéro 88, on a une médiation obligatoire, puis à défaut d'entente, il y a un arbitre de différend. Ça, c'est la procédure classique qui est reconnue dans le Code du travail. On convient que comme il n'y a pas de grève pour les policiers, pompiers, les pompières et pompiers, il y a une forme de compensation légale, c'est-à-dire ça prend un mécanisme qui soit juste, indépendant puis efficace. On s'entend là-dessus. Est-ce que je comprends, parce que je n'ai pas eu le temps, on a reçu un peu tardivement la mémoire, mais vous dites, à la place de la médiation obligatoire, il y a une médiation volontaire, puis à la place de l'arbitre de différend, il y a ce que vous appelez une médiation arbitrale. OK. Avant l'adoption en 2016 de la loi sur le régime de négo dans le secteur municipal, il y avait de la médiation volontaire, puis moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que c'était peu utilisé avec des résultats plus ou moins tangibles. Avez-vous le même constat que moi? Non, pas du tout. La Fédération des policiers municipaux me disait hier que partout où ils ont entamé un processus de médiation arbitrage avec l'arbitre de différend qui devait suivre en termes de procédure, il n'y a jamais eu d'arbitrage de différend. Je ne peux pas vous dire le nombre par contre. Mais nous, à Montréal, on l'a vécu en 2011-2012. Vous avez peut-être connu l'arbitre... excusez, je m'adresse au président. Monsieur le ministre a peut-être connu l'arbitre Monsieur Serge Brault, Maître Serge Brault. Bon, nous, on l'a vécu en 2011-2012, alors qu'on était dans une impasse avec la Ville de Montréal pour la Convention collective 2011-2014. On a demandé l'arbitrage. Les partis ont choisi Maître Serge Brault et on a débuté un processus de médiation qui a fait en sorte qu'on est arrivé à un règlement avant qu'il y ait l'arbitrage de différend. Est-ce que vous avez fait la médiation avec Maître Brault? Oui. Donc, c'était pas de la médiation, c'était de la médiation arbitrale. Oui, c'était de la médiation arbitrage. À défaut de succès de la médiation, il enlève son chapeau de médiateur puis il met son chapeau d'arbitre. Tout à fait. Okay. Puis, à l'inverse, on a vécu en 2008-2009
un arbitrage de différents formels avec l'arbitre Maître Jean Barrette, qui est maintenant retiré. Et en 2008-2009, on a eu 41 jours d'audition. Pour la connaissance de tout le monde, une journée d'audition en arbitrage, ça nécessite de 1 à 2 journées de préparation. Les avocats, nous, on a des avocats à temps plein dans nos bureaux, mais habituellement, pour les municipalités, c'est des avocats de bureau à l'externe et ces gens-là n'ont pas 5 jours de disponibles dans la même semaine. Donc, nous, l'arbitrage a duré 41 jours sur une période de presque 2 ans avec un délibéré de 6 mois. L'arbitre Barrette a rendu sa décision en juin 2010 et elle était échue au 31 décembre 2010. C'est pour ça que nous, on a très peur du 2 mois supplémentaire prévu au Code du travail. Nous, on dit, on sait qu'on va finir en finalité, effectivement. On va finir devant l'arbitre, donc pourquoi ne pas commencer la médiation avec lui? Il y aura des gains. C'est certain que plutôt que d'arriver avec toutes nos demandes devant un arbitre et faire 41 journées d'audition, je ne ferai pas pleurer personne. La Fraternité des policiers et policières de Montréal n'est pas dans la même situation que les petites associations municipales. Mais nous, ça nous a coûté 1,5 million, ce processus-là. Est-ce que l'arbitre Jean Barrette avait un chapeau de médiateur avant de devenir arbitre? Non. OK. Je crois qu'il n'avait pas la formation. À ma connaissance, Maître Serge Beau était un précurseur dans le domaine à ce moment-là. Oui. Peut-être, là. OK. Mais ce n'était pas le cas de Jean Barrette. Non. Évidemment, c'était une époque aussi, puis sans entrer dans toutes les nuances, où on n'était pas à l'ère où on appliquait concrètement les enseignements de la Cour suprême du Canada dans la ville de Saskatchewan. Et ici, dans notre cas, vous le savez, l'absence ou l'interdiction du droit de grève constitue une entrave substantielle à l'exercice du droit d'association. C'est pour ça qu'il faut extrêmement être précautionneux dans le mécanisme qui nous permet d'aboutir à une convention collective de travail. Le processus d'arbitrage de différends que nous avons dans le Code y pense le test. La Cour suprême puis certains tribunaux ont reconnu que ça prenait certaines étapes obligatoires, que ce ne soit que volontaire, puis qu'il n'y ait qu'un processus de médiation arbitrale. Peut-être que dans certains cas, ça serait mieux. Peut-être que dans d'autres cas, ça serait pire aussi, M. Franqueur. Fait que c'est sûr que la procédure habituelle, c'est le Code du travail qui est la loi qui contient les règles générales, parce qu'il y a des régimes particuliers, dont un dans le secteur municipal. Et donc, on permet que ces règles générales-là puissent bénéficier aux policiers-pompiers, d'où la nécessité d'avoir une médiation obligatoire, à défaut de quoi on va devant un arbitre. Ça revient, le résultat est le même, sauf que le médiateur, c'est sûr que tout ce qui n'est pas volontaire risque de moins bien aller. Et dire que c'est volontaire purement et simplement, souvent ça donne un résultat qui peut être pervers, parce qu'une partie peut participer sans vouloir ou peut dire simplement « il n'y en aura pas de médiation, on va aller devant un décideur », ce qui, à mon avis, accroît le risque constitutionnel. Mais je comprends ce que vous dites. Vous dites l'arbitre, dans le fond, vous aimez mieux une personne qui fait toute la job, qui fait la job de médiation puis la job d'arbitre, plutôt que... Alors que moi, j'ai souvent vu des professeurs puis des spécialistes en négociation puis en arbitrage qui écrivaient beaucoup sur les enjeux éthiques d'être à la fois médiateur et arbitre, et beaucoup refusent d'être à la fois médiateur et arbitre au Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Il y en a qui décident de ne pas être médiateur ou de faire la médiation, puis après ça, tu te mets de côté. Ça, il y en a qui veulent tout faire, puis ils disent « moi, je vais tout prendre ». Mais je comprends très bien votre point, M. Franqueur, mais je me demandais juste, à l'époque où c'était volontaire, j'avais l'impression que c'était moins utilisé. Vous me dites, ça l'était, et quand c'était utilisé,
ça donnait des bons résultats. Ça aboutit. Fait que je vois pas d'empêchement à ce que ça devienne obligatoire plutôt que volontaire. Le bémol que j'apporterais, c'est que le milieu policier et pompier est très particulier. On n'a pas le droit de grève. Ben oui. Puis on ne le veut pas, on ne veut pas le droit de grève, puis on comprend que ce serait tout à fait insensé. Sauf que nous, on fait des relations de travail à journée longue, à l'année longue. Nos membres dehors, quand on est dans un processus de litige avec nos vis-à-vis, en bon québécois, trouvent le temps long. On fait des moyens de pression. La Fraternité des policiers et policières de Montréal s'est toujours assurée de faire des moyens de pression qui n'avaient aucune répercussion sur la sécurité des 2 200 000 citoyens et citoyennes de Montréal. C'est ça ce que vous dites, toi. Ça a toujours été prioritaire. Mais nous, le temps qu'on est en procédure, nos membres... Le temps qu'on est en procédure, nos membres se tournent les pouces dehors, puis ils ont l'impression qu'ils ne participent pas au processus. Donc, malgré le fait que, en tout cas, je parle pour chez nous, quand on fait des moyens de pression, c'est encadré, c'est validé juridiquement par nos avocats, et malgré ça, je ne vous cacherai pas qu'on intervient pour des initiatives personnelles, que les gens sont impatients quand tu es rendu 1 an, 2 ans, puis 3 ans, l'échéance de ta convention, puis que tu n'en as pas une nouvelle. Donc, c'est pour ça que nous, on dit qu'on a avantage à ce que le processus soit le moins long possible pour éviter ces initiatives-là. Totalement. Puis moi, j'endosse les motifs de la décision de la Cour dans votre dossier. T'sais, en plus, il y avait un conseil de règlement des différends qui était composé de 3 personnes. De 3 personnes nommées par le gouvernement. On va avoir un arbitre unique, à moins qu'il y ait une volonté d'avoir un assesseur, mais un arbitre unique choisi par les parties. C'est ça. Puis la liste des arbitres va être confectionnée avec votre collaboration. Non, puis... Fait que j'apprécie beaucoup que vous souteniez le projet de loi. Je comprends ce mécanisme-là. On peut diverger d'opinion là-dessus, mais il y avait un autre point, Yves, que j'aurais aimé vous entendre. Les frais liés au conseil de règlement des différends. Avez-vous un commentaire là-dessus? Il y en a qui nous disaient que ça pouvait être lourd. Évidemment, dans votre cas, c'est peut-être pas la même dynamique, là, mais les frais liés à la mise en place d'un conseil de règlement des différends, puis les honoraires. Avez-vous des commentaires à faire? Comme je vous dis, c'est pas un enjeu pour nous. Non, nous, on a un contentieux de 4 avocats à temps plein dans nos bureaux, spécialisés dans le milieu policier en relation de travail. Mais c'est certain que pour la Fédération des policiers municipaux, je dirais vite de même, une dizaine d'associations entre 18 policiers et 60, et se répartir la facture de l'arbitre, de l'assesseur et de l'avocat pour 18 à 60 personnes, effectivement, ça devient... Ça peut être un peu plus lourd. Ça devient... Mais il y en a des plus grosses, là. Longueuil est à 600 policiers, Laval est à 600 policiers, Québec est à 800 policiers. Pour ces associations-là, c'est sûr que c'est moins un problème, là. Puis d'ailleurs, juridiquement, Monsieur le Président, pour Monsieur le ministre, c'est ce que mon procureur me disait, s'il y a une chose que la Cour d'appel a laissée qui pourrait être attaquable, puis qui ne le sera pas par la Fraternité des policiers de Montréal, c'est cet aspect-là. Mais la Cour a reconnu que c'était sain, que effectivement n'est pas revenu là-dessus. C'est ça. OK. C'est bien. Alors, moi, je vais compléter en simplement vous remercier beaucoup de vous être déplacé, de vous être engagé, d'avoir collaboré avec nous. Si jamais il y a des points qu'on veut vérifier plus avant avec vous, nous le ferons. Merci beaucoup, puis continuez votre beau travail. Puis effectivement, la clé, Yves, c'est de régler avec diligence. Exactement. Le plus rapidement possible. C'est ça. On est tous d'accord, Guillaume, on est tous d'accord avec ça. Est-ce que, Monsieur le Président, je peux rajouter un commentaire aussi? Parce qu'Alexandre n'est pas là. OK. Pour le bénéfice de tout le monde, là, je pense que c'est important de savoir, là, je vais vous parler 2 minutes de la liste des arbitres que l'on établissait ensemble au ministère du Travail. Oui. Ça en était drôle, là, mais on était les unions syndicales.
et les partis patronales, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, l'UMQ. Oui. Et vous le savez... La FQM aussi. C'est ça. Et vous le savez, il y a des avocats qui sont reconnus être patronales, puis des avocats qui sont reconnus être syndicales. Ah, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Et donc, on s'assoyait avec les représentants du ministère du Travail, Mme Thérien dans le temps, et là, il fallait établir une liste de 10 ou 15. Fait que c'était de la négo, hein? Ben oui. Là, on arrivait à 6 ou 7, puis là, je ne te donnerai pas de nom, mais là, j'allais voir M. Bernier de l'UMQ, je disais, Claude Cibolac, vous ne voulez pas lui parce que il vient du milieu syndical, puis nous autres, on ne veut pas elle, parce qu'elle vient du milieu patronal. Bon, ben là, on est juste à 8 sans prendre 10 et 15. Fait que là, nous autres, on va te concéder elle, mais tu vas nous donner lui. C'est comme ça que ça fonctionnait. Je comprends très bien. Et ça, là, c'est la nature humaine, c'est issu du parcours personnel, professionnel, académique de chaque arbitre. C'est certain qu'il y en a qui ont des inclinaisons, mais j'en ai vu, M. Franquin, qui ont travaillé pendant 20 ans dans le monde syndical, puis qui sont devenus des arbitres perçus comme étant pro-patronal. J'ai vu l'inverse, mais ça évolue. C'est quand même un processus qui garantit une forme d'objectivité puis d'impartialité. Ils ont quand même un code d'éthique. Ils sont quand même soumis à des requêtes en révision judiciaire. Donc, vous avez quand même une garantie qui est respectueuse des enseignements de la Cour suprême. Là. Il y a tellement de barrières de protection que l'arbitre qui est toujours d'un côté, à un moment donné, il se fait ramasser. Je suis tellement d'accord avec vous que je vais me permettre de nommer l'arbitre Bergeron, qui est dans notre convention, nous, depuis 30 ou 35 ans, qui est en phasing out. André Bergeron. André Bergeron, que j'ai toujours adoré cet homme. Lui, s'il y amenait quelque chose qui n'avait pas d'allure, il rendait une décision comme quoi ça n'avait pas d'allure. Puis s'il y amenait quelque chose qui avait du bon sens, il rendait une décision de bon sens. Puis c'est comme ça que ça devrait être tout le temps. Pour avoir pratiqué en droit du travail, je ne vous contredirai pas. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Francoeur. Bonjour à vous, messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais peut-être prendre la balle au bond là, sur en fait, votre anecdote donc, de fin d'intervention sur la constitution des listes en prenant en considération le commentaire du ministre donc, sur peut-être la frilosité de certains, de certains avocats formés pour être à la fois donc arbitres et médiateurs qui se disent peut-être que nous, on n'a pas nécessairement envie de jouer les deux rôles à la fois. Dans votre recommandation sur la médiation-arbitrage, est-ce que c'est un risque que vous avez pris en considération? Est-ce que vous pensez que vous seriez en mesure, avec cette proposition-ci, de combler donc, les listes donc, de 12 avocats, de 12 arbitres médiateurs? Là? Bien, moi, je pense que la Conférence des arbitres, depuis plusieurs années, fait des formations en médiation. Donc, je serais porté à penser qu'il y a beaucoup d'arbitres qui sont formés. Mais là-dessus, je vais laisser... Aussi qui veulent jouer les deux, porter les deux chapeaux à la fois. Qui veulent jouer, mais je vais laisser Maître Raymond... Oui, si vous me permettez, pour nous, on pense vraiment pas que c'est un enjeu. D'ailleurs, au niveau de la fraternité, on fait ce processus-là de médiation-arbitrage à même les griefs actuellement. Donc, on va sélectionner des... L'objectif de tout ça, là, c'est l'efficacité. On pense vraiment que c'est une matière de gestion de preuve qui est plus simple. De façon informelle, on peut faire de la preuve. Même s'il n'y a pas d'entente, la réduction des délais, des journées d'audience, ça doit être une priorité. C'est un problème actuellement partout au Québec, dans toutes les instances. Nous, on pense qu'actuellement, dans l'arbitrage de différend, on a une proposition de solution, de réduction des délais. Un exemple à la fraternité, des cas de harcèlement psychologique au travail qu'on voit qui prennent énormément de ressources, de temps et de journées d'audience parce qu'il y a beaucoup de preuves à faire. On va les débuter en matière d'arbitrage, en médiation-arbitrage. Même s'il n'y a pas de règlement final, on pense que la matière informelle où les gens sont capables de se parler, de s'expliquer, de s'échanger de la preuve, réduit considérablement. Fait que nous, on est même capable d'en trouver pour nos griefs. Alors, je ne pense pas qu'en 2025, compte tenu des formations de l'IMAC, l'Institut de médiation-arbitrage, compte tenu de la Conférence des arbitres et de cette tendance à la médiation-arbitrage, je ne pense pas que c'est une problématique pour la confection d'une liste qu'on confectionnerait une fois que la loi serait donc émise. Et donc, on saurait que ces arbitres-là, ils doivent avoir une tendance à la médiation-arbitrage au niveau de la confection.
Merci. Toujours peut-être Maître Raymond, sur la question du risque constitutionnel, parce que c'est vrai, vous avez nommé tantôt M. Francoeur, donc votre expérience avec Maître Brault en 2011-2012, donc c'était avant l'arrêt Saskatchewan, donc de la Cour suprême. Donc, le ministre posait un peu la question tantôt. Je ne vous ai pas entendu sur votre appréciation du risque constitutionnel de l'obligation de médiation arbitrage. Évidemment, on s'est battu pour contester constitutionnellement la loi 24. Alors, vous comprendrez qu'on pense qu'on fait une proposition qui est constitutionnelle parce que la distinction en matière d'arbitrage, c'est que la légitimité du processus, elle vient du choix des parties. Donc, une fois que l'arbitre, qu'il ait son chapeau de médiateur ou son chapeau d'arbitre pour trancher la question, son indépendance, elle n'est pas garantie institutionnellement comme par les juges, mais par la consensualisme et le choix qu'on a, tant sur la liste que de la personne qu'on identifie. Alors, c'est ça que la Cour d'appel rappelle en disant l'institutionnalisation du processus, faites attention. Ça fait des années et des décennies même que le processus y fonctionne parce que les parties patronales et syndicales s'entendent. Et dans ce cas-ci, on s'entendrait sur le choix de l'arbitre. Je pense que la fraternité ne considère pas qu'il y a d'enjeu constitutionnel à enlever des processus de médiation. Et pourquoi on l'enlève, le processus de médiation? Objectif de célérité et d'efficacité. Pourquoi? Parce que dans le comité Boivin, on disait, dans la mesure où les parties n'y vont pas volontairement, ce processus-là n'est pas efficace. Donc, la position, c'est sélectionnons uniquement les éléments qui sont efficaces. Donc, si le volontariat le rend efficace, prenons-le. Tout le monde veut s'entendre. Mais si ce n'est pas efficace, allons directement à l'arbitrage de grief, qui lui a aussi, par nature, une tendance à réduire les délais, même si on ne s'entend pas. C'est ça la position, l'efficacité. Je vous avais parlé de consensualisme. M. Francoeur aussi, il a fait allusion dans son exposé de culture de consensualisme dans le milieu. Alors justement, donc je repose un peu la question, à savoir donc pourquoi, pour vous, donc d'y aller avec la médiation arbitrage obligatoire, donc serait une avenue plus intéressante que ce qui se retrouvait avant au Code du travail, donc soit le choix entre l'arbitrage ou la médiation arbitrage selon ce que souhaitent les parties. Si vous me oui. Donc, le consensualisme, on en fait une clé. Le comité Terrien-Morancy était de façon consensuelle d'accord avec cette médiation arbitrage obligatoire. Et tous les intervenants, moi j'étais là hier, et tous les intervenants qui sont venus dans la commission parlementaire vous sont d'accord également. Alors, c'est un bel exemple de consensualisme. Il y a actuellement consensus en disant les divers intervenants sur que ce mécanisme-là, il est plus intéressant. Et si on continue à faire les choses comme elles sont, et le projet de loi, c'est bien, etc., c'est vraiment une tentative d'amélioration, mais si on fait les choses comme on fait actuellement, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'amélioration d'un délai. Alors, il faut, à un moment donné, pousser avec des méthodes alternatives, peut-être plus modernes, plus efficaces, pour tenter d'avoir des conventions collectives de façon plus rapide, tout le temps dans, évidemment, les garanties constitutionnelles qui sont dues en vertu de 2D. Mais il faut essayer d'améliorer le processus et je pense que c'est une belle tentative d'aller vers quelque chose de nouveau, lequel le milieu s'entend de façon consensuelle et qui va améliorer l'efficacité du processus. Vous avez mentionné la célérité. M. Francoeur, tantôt, vous dites que vous êtes passé dans votre carrière à travers 4 cycles de négociation, de conventions collectives. Donc, à ce moment-là, c'était quoi donc, le temps moyen de règlement de ces négociations-là? Bien, ça dépend toujours de la volonté des parties. Nous, quand on a fait appel à Serge Brault en 2011 ou 2012, la convention collective a été échue depuis le 1er janvier 2011, puis on était dans un cul-de-sac. Et on a choisi Maître Brault. Et je peux vous dire que moi et mon vis-à-vis patronal de l'époque, on avait une discussion de corridor avec Maître Brault sur un sujet en particulier, puis Maître Brault pouvait nous dire... Moi, si j'étais vous, je me parlerais. Vous seriez mieux vous entendre parce que vous ne seriez peut-être pas satisfait de ma décision. Fait que nous, on est arrivé à un règlement là-dedans avant d'aller en arbitrage, mais si on avait procédé en arbitrage, moi, je suis convaincu qu'on n'aurait pas vécu 41 journées d'audition comme on a vécu avec l'arbitre Barrette. Il y aurait eu du débroussaillage qui aurait été fait compte tenu du fait que c'est la même personne. Puis habituellement, les parties, si on s'entend sur quelque chose en dehors, on ne le ramènera pas devant l'arbitre. Surtout s'il a fait des commentaires
OK, c'était un peu ma prochaine question. Donc, vous êtes parce que là, c'est ça, vous aviez nommé qu'avec Maître Barrette, avancé en 2008-2009, donc vous avez eu 6 mois de délibération, 41 jours d'audition, donc vous n'êtes pas du tout passé à travers ce processus que essentiellement, vous avez réglé en phase de médiation avec Maître Brault. Mais c'est ça, puis quand l'arbitre Barrette a été nommé, là, je me souviens plus, mais je suis certain qu'on avait 1 an de négociation en arrière de la cravate, là, certain. Là. Puis est-ce que si vous aviez eu de la médiation, parce qu'elle était facultative à ce moment-là, donc est-ce qu'il y avait eu un processus de médiation, une période de médiation de 60 jours? Non, vous êtes allé directement en médiation arbitrage, donc c'était le choix des parties. Non, on est allé directement en arbitrage. OK. Et puis, vous disiez tantôt, je pense que vous avez entendu, on parlait donc de célérité. Maître Raymond, vous avez aussi dit, et vous l'avez réitéré dans votre exposé, M. Francoeur, vous disiez donc que c'était moins coûteux. Donc, pourquoi, selon vous, donc, le processus de médiation-arbitrage serait moins coûteux que l'arbitrage, là, en fait, que ce qui est présenté dans le projet de loi, médiation obligatoire plus arbitrage? Bien, c'est parce que si tu t'entends pas à médiation, puis tu arrives en arbitrage, là, tu vas être obligé de faire une preuve plus étayée, une preuve par expert, que ce soit, en tout cas pour le milieu policier, que ce soit une preuve, je ne sais pas moi, un emploi de la force, si c'est des questions de CSST, une preuve par des experts en santé et sécurité parce qu'on ne s'entend pas, une preuve économique par économiste et actuaire. Donc, quand tu judiciarises, tu complexifies et naturellement, tu augmentes la facture. Donc, pour vous, donc, c'est vraiment cette question-là, donc de complexification du dossier, puis oui. d'avoir une nouvelle personne, un nouvel... Oui, puis je reviens sur la célérité. Tu sais, nos gens sont de moins en moins patients. Donc, être pendant 1 an, 18 mois, 2 ans, en moyen de pression, puis insatisfait parce que ça fait 1 an, 18 mois ou 2 ans que tu n'as pas eu d'augmentation de salaire, c'est pas bénéfique ni pour les associations syndicales, ni pour les employeurs. OK. Puis, qu'est-ce que vous répondez à des associations ou à des groupements qui, eux, donc, pourraient donc dire, bien, nous, donc, la médiation arbitrage, on n'est pas certain que ça nous convient parce que donc l'interprétation que font les arbitres de notre situation n'est pas nécessairement toujours à notre avantage. Donc, comment est-ce que vous voyez cet argumentaire-là? Qu'est-ce que vous répondez? Bien, justement, encore plus. Excusez, j'ai perdu. Pouvez-vous répéter votre question? Oui, bien, c'est ça. Bon, certains, pas ceux qui sont venus en commission parlementaire, mais donc, il peut être entendu donc, que certains groupes se disent que l'interprétation que font les arbitres n'est pas nécessairement donc, toujours à leur avantage. Donc, pour eux, donc, la médiation arbitrage obligatoire, c'est pas nécessairement donc, une avenue qu'ils privilégient. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à cet argumentaire? C'est justement dans la phase de médiation avant l'arbitrage, c'est là qu'informellement, on n'est pas... Nous autres, ça se passait dans notre bâtisse, la ville avait ses locaux, les nôtres, puis l'arbitre se promenait d'un local à l'autre. Fait qu'on est capable de lui expliquer sans formaliser par expert et tout ça. Donc, puis je dis n'importe quoi, il y a 41 articles dans notre convention collective, mais si on allait devant l'arbitre avec 25 demandes sur 25 articles différents, c'est certain que dans la période de médiation avant l'arbitrage, c'est certain qu'on va arriver là, puis je ne sais pas, mais on va en avoir réglé 6, 8, 10 ou 20 pour le principe de l'entonnoir, rétrécir, ce qui va faire en sorte d'avoir moins de journées d'audition, de raccourcir le processus et d'avoir une décision. Il n'y aurait pas plus de rapidement. risques d'arbitrage. Non. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Ça m'a fait sourire votre description du processus pour constituer la liste parce que ça ressemble aux négociations de leaders pour faire la liste d'invités en commission parlementaire. OK. C'est vrai. Ça m'amène à vous poser une question sur une fois que cette liste-là est faite. Et donc, il y a dessus des noms qui plaisent plus à certaines parties que d'autres. Comment vous faites quand c'est le temps d'avoir recours à un arbitre ou un médiateur pour choisir dans quel ordre vous procédez? C'est en ordre? C'est au hasard sur la liste? Comment ça fonctionne? Bien, les parties s'entendent. Je ne vous cache pas, le premier exercice, c'est de voir la disponibilité. C'est parce que si on regarde un arbitre qui est trop en demande puis qu'il n'y a pas de disponibilité avant 1 an, ou il y a une journée par mois pendant 1 an, et on ne s'embarquera pas, mais on discute avec nos vis-à-vis patronaux et ensemble, on peut faire un choix de 2, 3, 4 et regarder, avoir des discussions plus poussées. Et en bout de ligne, si on ne s'entend pas,
c'est le ministre du Travail qui, auparavant, allait décider de si c'est encore le travail ou les affaires municipales. C'est encore le travail. C'est ça. Le ministre du Travail va en nommer un, là. Mais, je veux dire, ce qui est particulier aussi peut-être en milieu policier, puis on n'est pas plus fin, on n'est pas plus beau que les autres, mais moi, je représente 4500 policiers. Je suis président depuis presque 20 ans au mois de novembre prochain. Et nous, à Montréal, on a entre 20 et 30 griefs par année pour 4500 policiers. Et la plupart de nos griefs sont des questions de quantum, là, c'est-à-dire l'infraction vaudrait une journée de suspension ou un avertissement plutôt que 3 ou 5. En tout cas, à Montréal, pour les cols bleus, les cols blancs, le nombre de griefs se compte non pas en centaines, mais en milliers. Fait qu'il y a une maturité, une différence en milieu policier-pompier qui est peut-être pas présente ailleurs. Fait qu'il n'y a pas de balise formelle sur comment on procède pour utiliser cette liste après qu'elle existe, mais vous vous entendez ensemble. Bien, on n'a pas le choix de s'entendre. C'est toujours qu'il y ait des commissions parlementaires. Mais c'est toujours ça. Si on ne s'entend pas, il y a quelqu'un qui va le faire à notre place. Fait que tu mets de l'eau dans ton vin et tu choisis le moins pire. Je comprends. Est-ce que, par rapport à la médiation-arbitrage, vous avez des exemples d'autres juridictions qui procèdent comme ça ailleurs au Canada ou... Je suis vice-président de l'Association canadienne des policiers depuis une dizaine d'années, mais il n'y a pas de comparaison à faire parce qu'un gros arbitrage au Canada anglais, ça dure 4 jours. Habituellement, ça en dure plus 2. Là. Fait que c'est complètement différent. Là. On ne peut pas faire de comparaison. Non. Fait que c'est une formule assez unique, là, en fait, que vous proposez oui. ici. C'est pas en vous inspirant nécessairement d'autres pratiques. OK. Bien, ça fait le tour de mes questions. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le député Jean Talon, s'il vous plaît. Merci. Oui, on est très fort et très à l'avant-garde au Québec en matière de médiation et d'arbitrage, c'est vrai. C'est pourquoi il faudra devenir un 51e État américain. Je vous le fais pas dire. Alors, si je résume, vous nous dites, oui, on aime bien ce projet de loi, mais on vous invite, députés, à faire le pas additionnel en évitant la médiation obligatoire, mais en nous envoyant plutôt en médiation-arbitrage, parce qu'il y a des recommandations unanimes du comité Terrien-Morancy, puis des recommandations aussi fortes du comité Boivin. J'ai le goût de vous poser la question à l'envers. Pourquoi pensez-vous que dans ce projet de loi-là, le ministre n'a pas fait ce pas additionnel? Qu'est-ce qui empêche d'y aller alors que vous n'êtes pas les premiers à nous dire ça là, depuis hier? Monsieur le Président, j'allais dire que la question s'adresse peut-être plus au ministre qu'à moi-même. On va la lui poser, mais de votre point de vue à vous. Mais sérieusement, on comprend qu'avec les décisions judiciaires, il y avait une presse, ça pressait, qu'il y a des dossiers au Québec qui attendent peut-être et qu'il fallait effectivement, compte tenu de la décision du juge Granozic et de la Cour d'appel, adopter une nouvelle mouture constitutionnelle rapidement, mais je ne peux pas vous répondre plus que ça. Mais parce qu'on se prépare là, pour nos échanges en commission parlementaire, vous nous dites, vous avez vérifié, puis vous êtes convaincu, c'est ce que vous avez répondu à notre collègue de Bourassa-Sauvé, que vous êtes convaincu que votre proposition d'aller avec la médiation-arbitrage serait parfaitement constitutionnelle, puis répondrait au test qui a été posé par les tribunaux. Effectivement. Oui, effectivement, c'est ce qu'on répondait. Puis si peut-être je peux faire un peu de chemin, moi non plus, je n'attribue aucune intention à personne et je ne lirai pas dans aucune pensée, mais simplement ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il s'est judiciarisé le processus des relations de travail au Québec. Il est extrêmement judiciarisé. On parlait de l'arbitrage de grief comme étant un mode de règlement informel, mais qu'est-ce qui reste d'informel en arbitrage de grief si on a des interrogatoires, des contre-interrogatoires, des plaidoiries, des experts, des objections à faire trancher? Que reste-t-il de l'informel? Et c'est le pas qu'il faut faire, et je pense qu'on a besoin du législateur dans ce cas-ci pour nous aider à faire ce pas, à retourner. C'est un retour aux sources, à revenir à un mode de règlement informel.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est très, très, très apprécié. On se dit à bientôt, hein? Pourquoi pas, M. Francard. Et puis sur ce... Je ne parierai pas trop à votre place. Okay. Alors, sur ce, encore une fois, merci. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir les prochains individus. Merci beaucoup encore. Merci. Merci beaucoup. La commission reprend ses travaux. Elle me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Michel Coutu, docteur en droit, professeur émérite d'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, et Maître Julie Bourgault, docteur en droit, directrice du département du droit à l'Université du Québec en Outaouais. Très belle région, d'ailleurs. Alors, même si je viens de l'Estrie, j'ai habité longtemps en Outaouais. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, comme vous savez, vous avez 10 minutes de présentation. Après ça, nous aurons une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, Maître Coutu, la parole est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, en tout premier lieu, je tiens à remercier la Commission de nous permettre d'exposer nos réflexions sur le projet de loi 88. Je suis accompagné, ça a été dit, mais je le redis, de Maître Julie Bourgault, qui est directrice du département de droit de l'Université du Québec en Outaouais, et elle a très largement contribué à la mise sur pied de ce nouveau département. Nous sommes tous les deux chercheurs, membres du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le PIMT, mais bien sûr, nous sommes ici à titre personnel. Donc, le projet de loi 88 fait suite à l'arrêt de la Cour d'appel du Québec le 29 août dernier. Ce jugement est venu invalider, au titre d'inconstitutionnalité, certaines dispositions de la loi 24. Le gouvernement du Québec, et c'est tout à son honneur, a choisi de ne pas solliciter l'octroi d'une permission d'appel de la part de la Cour suprême, mais plutôt de modifier la loi pour se conformer au jugement de la Cour d'appel. Reprenons, sommairement, les 4 éléments de la loi 24 dont la validité constitutionnelle a été évaluée par la Cour d'appel du Québec, c'est-à-dire le processus de nomination des arbitres de différend, les critères encadrant l'arbitrage, la durée minimale et obligatoire des conventions collectives, et le partage des frais de l'arbitrage. Le projet de loi 88, se conformant aux exigences de base posées par la Cour d'appel du Québec, vise à modifier la loi 24 au regard du premier élément, la nomination des arbitres. Cependant, puisque le gouvernement invite l'Assemblée nationale à une révision générale de la loi, il nous faut considérer l'ensemble de ces questions litigieuses. Donc, l'analyse qui suit découlant des développements contenus dans notre mémoire obéit à 3 considérants. Tenir compte des leçons d'expérience en matière de relations industrielles, des engagements internationaux du Québec au regard de l'Organisation internationale du travail. Enfin, tenir compte du droit constitutionnel relatif à la liberté d'association, en ajoutant à cet égard la prise en compte de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est malheureusement généralement laissée complètement de côté par la jurisprudence. Donc, je commence avec le point 1, processus de nomination des arbitres. Tel que prévu actuellement la loi 24, le processus unilatéral de nomination des décideurs en matière d'arbitrage de règlement des différends a été jugé par la Cour d'appel comme étant incompatible avec la liberté constitutionnelle d'association. Ça a été dit et redit par les divers intervenants devant la Commission. Nous appuyons sur ce point le projet de loi tel que présenté par le ministre du Travail, qui remédie de manière adéquate aux manquements identifiés par la Cour d'appel, notamment tout ce qui concerne assurer la confiance des parties dans le processus d'arbitrage des différends.
Nous soulignons toutefois une dissonance. Si on regarde la loi la loi 24 dans son ensemble, et c'est peut-être pas voulu du tout, mais si le projet de loi 88 est adopté, bien, le processus de nomination des arbitres de différents ne serait pas le même, suivant qu'on parle des policiers ou pompiers, ou celui des autres salariés qui sont visés par l'actuelle loi 24. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui nous paraît, c'est que les dispositions de la loi 24 ont été modifiées dans le sens voulu par le ministre du Travail en ce qui concerne les policiers et pompiers, mais que les anciennes dispositions de la loi 24, qui modifiaient quand même beaucoup ce qui existait avant en vertu du Code du travail, elles sont demeurées inchangées, ce qui fait que la nomination de l'arbitre est différente. Évidemment, c'est un arbitrage volontaire de différent, mais quand même, la nomination de l'arbitre obéit à la volonté seule du ministre et suite à un comité de sélection qui est nommé, formé, désigné par le gouvernement. Donc, on ne retrouve pas ici les éléments de paritarisme, de confiance des partis, etc., sur lesquels insiste la Cour d'appel dans sa décision. Deuxième élément, les critères encadrant l'arbitrage. Je pense qu'il en a été très peu question à date devant la Commission. Il y a peut-être un groupe qui en a parlé, mais ça nous paraît néanmoins tout à fait important. La Cour d'appel, tout en soulignant l'insistance de la loi 24 sur les critères économiques, ces 5 critères sur 8 à l'article 17, plus l'article 1er de la loi 24, elle estime qu'il n'y a pas de véritable prédétermination, en l'occurrence du résultat de la sentence arbitrale par ces critères, mais tout en se rapportant aux positions du Comité de la liberté syndicale, du BIT, qui mentionne bien que les critères de l'arbitrage ne doivent pas être ou donner l'impression d'être prédéterminés en faveur d'une ou l'autre des parties. On notera ici qu'en Ontario, quant aux policiers en particulier, mais aux pompiers aussi, c'est à peu près les mêmes critères qui sont, il y en a 7 au lieu de 8, il y en a 4 sur 7 qui sont dans la loi ontarienne des critères économiques, fiscaux, etc. Bon, ce qu'on se rend compte, nous nous sommes rendus compte que la jurisprudence des arbitres est devenue très contradictoire dans l'application de ces critères. Il y a une tendance des arbitres qui dit « le législateur ne parle pas pour rien dire ». Il y a 4 critères sur 7 qui sont économiques, donc ces critères prépondérants. Par contre, il y a une autre tendance chez les arbitres, possiblement majoritaire de ce que nous avons lu et des décisions qu'on a répertoriées. Il y a donc une autre tendance qui dit non, c'est pas hiérarchisé, puis on procède, nous, suivant l'approche traditionnelle, c'est-à-dire équité externe, équité interne et enfin capacité de payer. Mais ce qui résulte de ça, c'est une certaine confusion quant à l'orientation de l'arbitrage et c'est de nature, bien sûr, suivant l'arbitre qui rend la sentence arbitrale, c'est de nature à créer du ressentiment chez l'une ou l'autre des parties. Donc, pour nous, ça serait important qu'au Québec, on resserre les critères qui sont applicables de manière à éviter finalement ces divergences, cette confusion qui risque fortement d'en résulter au niveau des arbitres de grief. Il vous reste une petite minute, alors donc je vous demanderais peut-être d'accélérer parce qu'on ne va pas y aller procéder à la période d'échange rapidement.
Bon, alors, je vais céder la parole à, et je m'excuse d'avoir oublié le délai. Je cède la parole, si vous permettez, M. le Président, à Maître Bourgault. Une minute est pas mal terminée. Alors, je vais demander au ministre s'il accepte de comprendre quelques minutes du temps gouvernemental pour permettre à Maître Bourgault de faire une présentation. Oui, bien sûr. Parfait. Alors donc, Maître Bourgault, peut-être rapidement, parce qu'on prend du temps d'échange de la part du ministre. Allez-y. Je vais aller très rapidement. Donc, concernant la durée des conventions collectives, la Cour d'appel a considéré que c'est un enjeu crucial de la négociation collective, non seulement parce qu'elle constitue en soi un objet de négociation, mais aussi parce qu'elle détermine les périodes de renouvellement des conventions collectives et d'accès aux droits de grève ou, à défaut, à l'arbitre de différends. En vertu du Code du travail, la convention collective, normalement, le régime général prévoit qu'elle doit être d'une durée d'au moins 1 an. Mais depuis 1994, les parties peuvent convenir d'une durée qui est supérieure à 3 ans. La sentence arbitrale, elle est d'une durée d'au moins 1 an et d'au plus 3 ans en vertu du régime général. L'important ici, demeure que la durée de la convention de la sentence soit déterminée par une entente entre les parties et non fixée arbitrairement par l'État. Certes, la Cour d'appel, soulignant la dissonance sur ce point de la loi 24 avec le régime général du Code du travail et estimant qu'il s'agit d'une ingérence dans le déroulement des négociations collectives, juge que cette ingérence-là ne compromet pas la poursuite d'objectifs communs par les salariés concernés. Or, cette position-là est déjà en deçà des exigences des conventions 87 et 98 de l'OIT, suivant lesquelles toute condition de travail, y compris la durée d'une entente collective, peut faire l'objet de la négociation et ne doit pas être exclue d'autorité du champ du négociable. Il ne fait pas de doute à cet égard que le législateur québécois, en adhérant expressément à ces 2 conventions fondamentales de l'OIT en matière de liberté syndicale, s'est engagé à se conformer aux recommandations des organes de contrôle du Bureau international du travail dans le respect de la Constitution de l'OIT. Finalement, nous saluons la volonté du gouvernemental de se conformer à la décision de la Cour d'appel en modifiant la loi 24, principalement sur le processus de nomination des décideurs en cas d'arbitrage des différends. Nous sommes toutefois d'avis que l'Assemblée doit profiter de cette révision d'ensemble de la loi pour en écarter 2 obstacles supplémentaires grevant le déroulement de la négociation collective dans le secteur municipal, soit les dispositions relatives aux critères entourant l'arbitrage, ainsi que celles portant sur la durée des renouvellements et des conventions collectives ou sentences arbitrales. Nous émettons donc 4 recommandations, soit d'adopter le projet de loi tel que proposé en ce qui concerne le processus de nomination des arbitres de différends, d'harmoniser le processus de nomination de l'arbitre de différends quant aux autres salariés avec celui applicable aux policiers pompiers municipaux, de manière à ce qu'il soit similaire et rencontre les exigences de paritarisme et de confiance des parties posées par la Cour d'appel dans sa décision, de revoir les critères encadrant l'arbitrage des différends de manière à éviter l'impression d'une prédétermination de l'arbitrage par des critères économiques prépondérants et finalement d'harmoniser la durée obligatoire ou minimale des conventions collectives ou sentences arbitrales avec les dispositions du Code du travail et ce pour l'ensemble du secteur municipal. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le professeur Coutu. De même que Julie Bourgault, toutes 2 de la Faculté de droit de l'UDM de l'Université de Montréal, où certaines de mes consoeurs ont vraisemblablement étudié. Oui, les 2. Hein? Okay. À toi, vous êtes à l'Université du Québec en Outaouais. Hein? Okay. Bienvenue. Merci pour votre mémoire. Je vais peut-être être assez bref, là, mais c'est super intéressant ce que vous avez fait comme commentaire. Évidemment, quand vous référez à la possibilité d'harmoniser le processus qui est dans le projet de loi numéro 88 aux autres salariés, évidemment, ça peut se réfléchir, mais souvenez-vous que les tribunaux ont confirmé la constitutionnalité des dispositions applicables aux autres secteurs, aux salariés des autres secteurs municipaux. Puis, comme vous savez, ici, une particularité, les policiers pompiers n'ont pas droit de grève, alors que les autres ont le droit de grève. Là. Donc, c'est le commentaire que je voulais partager avec vous. Le critère économique,
Ça aussi, vous savez que c'est jugé conforme par les tribunaux et ça réfère à la situation fiscale, à la politique de rémunération, aux augmentations qui ont été données aux employés de la fonction publique. Et si on retirait ces critères économiques-là, qui existaient d'ailleurs avant la loi de 2016, ça provoquerait une réaction terrible de la part des municipalités. Je pense que c'est bien établi, c'est bien analysé et on est à ce stade-ci certainement pas favorable à cette recommandation. Puis la durée de 5 ans, je comprends aussi les éléments que vous avez soulevés, mais le 5 ans, il existait aussi avant. Et le 5 ans, c'est sûr que ça confère un impact significatif, une sécurité citoyenne et aussi une grande stabilité dans l'offre de services des villes et des municipalités de ce secteur-là. Donc, en gros, c'est les 3 recommandations qui m'apparaissaient, les éléments clés que je trouve tout à fait sensés, raisonnés, mais c'est l'avenue qu'on a empruntée pour les raisons que je viens de vous mentionner. Alors, encore une fois, Maître Coutu, Maître Bourgault, merci beaucoup pour la qualité de votre présentation ainsi que de votre mémoire et de votre collaboration à nos consultations particulières. Merci beaucoup. Merci, Maître Coutu. Maître Bourgault, voulez-vous réagir? Oui, moi, je voudrais souligner les réflexions du ministre sont tout à fait légitimes, évidemment, mais je voudrais souligner que quand on dit ben ça a été jugé correct par la Cour d'appel du Québec, l'Assemblée nationale n'exerce pas une fonction juridictionnelle. Elle exerce une fonction législative. Elle n'est pas liée par l'autorité des précédents qui marquent le travail des tribunaux. C'est pas parce que la Cour suprême du Canada a interprété l'entrave substantielle dans son 2e volet comme mais il faut prouver aussi une atteinte à la capacité d'agir collectivement. Ça ne s'applique pas à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est un organisme politique qui est libre de ses choix et nous encourageons, je pense qu'on peut le dire comme ça, nous encourageons fortement l'Assemblée nationale à assumer ce rôle politique, ce qui peut vouloir dire d'aller au-delà des décisions des tribunaux, pas seulement inconstitutionnalité, mais aussi respect des normes internationales du travail, etc. Merci beaucoup. Merci. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, professeur Coutu. Bonjour, Maître Bourgault. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci également pour votre volumineux mémoire qui nous aura permis d'avoir, d'effectuer plusieurs rappels historiques. Je suis juriste, mais je n'ai pas pratiqué en droit du travail, donc ça m'a permis d'avoir un tour d'horizon, période des débuts de la Confédération jusqu'à 1944 et la suite. Donc, merci beaucoup. Donc, vous alimenterez certainement nos réflexions. J'ai cru comprendre de vos commentaires en amont que vous étiez à l'écoute des consultations particulières hier et un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre sur ce que nous avons entendu. Peut-être que votre expertise réussira donc à nous éclairer. Donc, sans surprise, donc il y a été question de la médiation arbitrale obligatoire de la part de nombreux groupes. J'aimerais vous entendre vos réflexions là-dessus de façon générale. Ensuite, j'aurai des questions complémentaires. Oui, peut-être que je peux débuter, puis Julie complétera. Concernant la médiation, notre mémoire est orientée par les 3 considérants que j'ai mentionnés. Donc, les impératifs qui découlent de l'expérience en matière de relations industrielles, les aspects constitutionnels et quasi-constitutionnels, et aussi les normes du droit international du travail.
je dirais en accord avec ce qui a été dit par les intervenants sur ce sujet, que je ne vois pas de problème constitutionnel ou de normes du travail par rapport au choix de la formule de médiation, que la médiation soit obligatoire, qu'elle soit facultative, que la médiation soit confiée à un intervenant et l'arbitrage à un autre intervenant ou qu'il y ait un médiateur arbitre. Tout ça ne soulève pas de difficulté, à mon avis, du point de vue du droit du travail dans ses principes fondamentaux. Cela dit, on peut constater qu'en relations industrielles, en général, parce que j'ai consulté un certain nombre de documents sur l'arbitrage des différends, et l'opinion générale, c'est que normalement, les deux intervenants sont des personnes distinctes. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait la médiation et une personne qui fait l'arbitrage. Mais c'est l'opinion que je dirais majoritaire des spécialistes en relations industrielles, mais ce n'est pas du tout une règle inflexible. Et on dit toujours, ce qui est important, cependant, c'est l'expérience pratique des milieux de travail. Donc, dans le secteur, et compte tenu des différents secteurs et des expériences différentes qui sont vécues dans ces secteurs, donc les témoignages du côté des policiers, des pompiers, me semble mettre en exergue des préoccupations qui sont tout à fait importantes et légitimes de coût, de célérité, d'efficacité. Nous, notre position, puisqu'il n'y a pas d'élément fondamental du droit du travail qui est touché, et c'est certainement pas un enjeu de constitutionnalité, alors c'est en déférer aux partis, syndicats de policiers, de pompiers et les municipalités, les villes, pour voir quelle est la meilleure formule, celle qui fait consensus aussi, c'est très important et suscite la confiance des partis. Donc, on n'a pas d'opinion précise. On laisse ça aux partis et, qui ont une bien meilleure connaissance que nous des besoins dans les milieux de travail. Julie, je ne sais pas si... Oui. Oups. C'est bon. C'est complet. Merci beaucoup, Maître Coutu. Donc, ça nous éclaire essentiellement donc, toutes les options qui sont sur la table, donc celles qui sont présentes dans l'actuel libellé du projet de loi, ainsi que les différentes moutures qui ont été présentées. Donc, ce sera donc vous en remettez donc à l'expertise des parties pour aller de l'avant avec la procédure qui leur convient. Justement, donc, parlons donc de s'en remettre aux parties. Hormis donc, ce qui nous a été soumis, soit en fait ce que nous avons entendu en commission parlementaire, évidemment, donc, des mémoires sont également donc, déposées. Je profite donc de votre expertise pour vous entendre sur peut-être donc, donc la formation donc, des arbitres. Donc, le groupe nous dit ça pourrait être intéressant, surtout dans le cas donc, des plus petites municipalités, que les arbitres donc, aient une formation sur les spécificités du milieu municipal. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes penché? Julie, est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors, j'ai entendu les commentaires et je trouve que ça fait plein de sens. Hein? Les petites municipalités, on parlait aussi des gens qui œuvrent à temps partiel, chez les pompiers, je pense, en particulier. Ce n'est pas nécessairement les mêmes problématiques. C'est certainement pas les mêmes problématiques que dans les grandes villes. Donc, ça serait important qu'il y ait une adaptation des normes ou des possibilités pour rencontrer les attentes de ces milieux. Et j'en souligne une, nous n'avons pas, concernant le partage des coûts de l'arbitrage, on s'est dit d'accord avec le projet de loi, en ce sens que là encore, ce n'est pas une question qui soulève des problèmes constitutionnels ou de droit international, etc. Cependant,
il y a dans la loi actuelle, la loi 24, il y a la possibilité d'un programme d'aide gouvernementale. Et ça nous apparaît très important quand même au niveau de l'accessibilité pour de petits groupes de salariés pour lesquels l'accès à l'arbitrage est différent pour devenir théorique, dans le sens qu'ils n'ont pas les moyens de se payer experts, etc. Il peut y avoir là un déséquilibre entre les parties et moi, je pense qu'il faut absolument, enfin, c'est notre forte recommandation que ce programme qui est prévu à la loi soit mis en œuvre avec des critères sérieux, parce qu'il y a une question de liberté d'association quand même. Il peut y avoir des groupes de policiers qui ne veulent pas s'affilier à une fédération indépendamment du fait que la fédération des pompiers ne semble pas donner de l'argent au niveau local pour ces fins-là. Mais s'il y a un petit groupe de pompiers dans une petite municipalité qui, lui, veut demeurer une entité autonome, c'est tout à fait conforme, c'est leur droit en vertu de la liberté constitutionnelle d'association. Ils ne sont pas obligés de s'affilier à une fédération dans leur secteur. Et là, ça va être très difficile d'accéder sur un pied de relative égalité à l'arbitrage des différents. Merci. Autre question, donc encore une fois, donc, sur la thématique donc, des plus petites municipalités. On nous a également donc, fait parvenir donc, le fait que, justement, donc, dans ces cas-là, donc, parfois, donc, les assesseurs, puisque, bon, vous le dites, donc, on a une réalité donc, à temps partiel, c'est ce qui nous a été communiqué. Parfois, donc, les assesseurs donc, ne disposent pas nécessairement donc, toujours de tous les outils. Est-ce que vous êtes penché sur la question de l'assujettissement des assesseurs au code de déontologie des assesseurs conciliateurs et agents de relations de travail et des enquêteurs du tribunal administratif du travail? Qui est un code de déontologie donc, qui existe, mais dans le cas de ces négociations-ci, les assesseurs n'y sont pas assujettis. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous vous êtes penché? Non, pas du tout. Je ne sais pas si Julie non plus. Donc, je préférerais qu'on ne se mette pas les pieds dans les plats. et donc, non, on n'a pas regardé cet aspect-là. Parfait. Et peut-être dernière question. En fait, donc le projet de loi donc, donnerait au ministre le pouvoir, évidemment, de nommer l'arbitre selon la mouture actuelle, à partir donc, de la liste si les parties ne s'entendent pas. Donc, ce qui nous a été présenté, puis ce que se faisait avant. Le mémoire au Conseil des ministres donc, précise un délai de 10 jours aux partis pour pouvoir s'entendre, pour dire, bien voilà, à partir de la liste, voici combien de personnes, voici de combien de temps vous disposez pour pouvoir choisir une personne. Si vous ne la choisissez pas à l'intérieur de ce délai-là, bien, ce sera au ministre de le faire. Donc, moi, je laisse voir un peu, donc, selon vous, donc, le délai de 10 jours, ce que vous en pensez. Puis aussi, donc, le mémoire le précise, mais le projet de loi ne le précise pas. Donc, savoir est-ce que c'est quelque chose qui devrait être précisé dans le projet de loi. Très rapidement, il reste quelques secondes. On n'a pas regardé non plus cette question-là parce qu'elle ne me semble pas poser de problèmes fondamentaux en droit du travail. On pourrait penser à un délai plus long, mais je ne crois pas là, mais que ça pourrait être précisé dans le projet de loi, c'est ce que je comprends. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame la députée de Sherbrooke, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Dans votre mémoire, vous parlez de différents types d'arbitrage, arbitrage traditionnel ou de type offre finale. Dans votre lecture à vous, on se trouve devant quel type d'arbitrage avec ce qui est proposé ici? De ce que j'ai lu, c'est l'arbitrage traditionnel et non pas les formules d'arbitrage très, très encadrées qui nous viennent de nos voisins du Sud. Et avec tous les risques que ça comporte, peut-être pas en soi, mais quand on a d'un côté des critères qui sont très, très restreints et de l'autre, par exemple, un arbitrage des offres finales global, ça s'est fait
sous le gouvernement Harper, si je ne me trompe pas, ben, à ce moment-là, l'arbitre n'a quasiment pas le choix que de donner raison à la position patronale. Donc, il faut faire attention à ça. Mais là, je ne vois pas de problème de cet ordre avec le projet de loi 88. C'est une approche consensuelle, traditionnelle. Donc, vous ne voyez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Puis, je comprenais de votre réponse à ma collègue tout à l'heure concernant la médiation arbitrage, en fait, que, bon, pour vous, ça relevait vraiment plutôt de l'intérêt des partis d'opter pour ça. Nous, ce qu'on a entendu ici, c'était un consensus quand même là, pour modifier la loi dans ce sens-là. Donc, vous voyez ça aussi favorablement. Là. Il n'y a pas ça ne vous soulève pas de préoccupation? Il n'y a pas de préoccupation juridique, constitutionnelle, etc. par rapport à ce choix. Il y a des avantages, certainement, mais il peut y avoir aussi le point de vue contraire pour être défendu. Mais nous, on s'en remet à l'expérience vécue des partis qui ont connu les différentes formules et à leur appréciation de la situation. Parfait. Mais je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le député Jean Talon, s'il vous plaît. J'aimerais parler de la question des critères sur lesquels la décision peut être fondée. Vous nous rappelez avec pertinence que le droit international a un rôle à jouer, particulièrement à la lumière de la Charte québécoise des droits et libertés. C'est un sujet important parce que certains disent que dans l'ancien régime, ça favorisait une partie, puis que là, avec le nouveau régime, ça favorise peut-être l'autre partie. Vous nous dites, vous nous appelez à revoir ces critères-là pour faire attention de ne pas avoir l'air de prédéterminer les critères. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre proposition? Comment revoir ces critères-là? Julie? Bon, alors, ça me donnait le temps de réfléchir, mais bon, rapidement, je pense qu'il y a trois critères de base, hein, l'équité externe, l'équité interne et la capacité de payer et tous les autres critères économiques. Et dans l'approche consensuelle de l'arbitrage, c'est l'arbitre qui va tenir compte de ces trois éléments, mais va les pondérer entre eux. Vous avez vu dans le mémoire, il y a une longue section sur ce qui s'appliquait quant aux policiers et pompiers avant 1996, et on voit que quand même, les arbitres regardaient à fond plusieurs critères, l'indice des prix à la consommation, les augmentations salariales au niveau du secteur public, et tout ça était pondéré par l'arbitre. Donc, on n'est pas contre du tout le recours à des critères économiques, mais là, le problème, c'est qu'on semble tellement insister là-dessus que ça peut donner l'impression d'un biais imposé à l'arbitrage, au processus arbitral. Donc, vous dites il peut y avoir des critères, mais là, vous nous dites il penche peut-être trop d'un côté, et c'est ça qu'il faudrait revoir. Bien, il y a 5 critères sur 8, plus l'article 1er de la loi sur les principes généraux qui insiste lourdement, très lourdement, sur le respect des critères économiques. Et ça va certainement inciter des arbitres à tenir compte de l'économie comme facteur prépondérant. Ça pourrait avoir un peu pour effet de diluer les autres critères, étant donné qu'il y en a énormément de critères économiques. C'est un peu ce qu'on veut dire. C'est pas il faut pas retirer tout critère économique, mais plutôt le resserrer pour éviter de diluer les autres critères. Merci beaucoup. Merci. Maître Coutu, Maître Bourgault, merci infiniment d'avoir été avec nous en commission parlementaire. C'est très apprécié. Cela dit, avant de conclure les auditions, je procède au dépôt des mémoires des personnes et organismes qui n'ont pas été entendus lors des auditions publiques. Et compte tenu de là, la commission ajoute ses travaux sine die. Merci beaucoup. À très bientôt.